Bonjour et bienvenue sur le podcast de Rabat-Joie. Rabat-Joie, c'est une association féministe et queer basée à Montpellier depuis avril 2023. On lutte contre les discriminations de genre et on s'attache à promouvoir des représentations plus inclusives à travers l'organisation d'événements culturels. Le tout dans un esprit de soin, de partage et de bienveillance. Je suis Lisa, cofondatrice de Rabat-Joie et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode spécial enregistré en direct lors d'une table ronde où nous questionnons le rapport au corps dans la danse. Cet échange a eu lieu le jeudi 21 mars dernier au Quartier Généreux, un café-bar associatif en plein cœur de Montpellier qui soutient les initiatives locales et favorise les rencontres autour de projets culturels et engagés. Un immense merci à elles et eux pour leur accueil chaleureux et leur soutien à cet événement. Le thème de notre table ronde se réapproprier son corps par la danse. Un échange enrichissant qu'a animé Chloé, ancienne membre de Rabat-Joie et médiatrice culturelle. Ensemble, nous avons exploré comment la danse, du burlesque à la pole dance, peut être un puissant outil d'expression, d'émancipation et de reconnexion à soi. Pour enrichir notre discussion, nous avons eu le plaisir d'accueillir Julie de la Boardwalk Factory, association spécialisée dans le burlesque, la chair dance et le cabaret rétro, qui propose un cadre bienveillant fondé sur l'écoute et le partage autour de ces pratiques. Et Aurélie, fondatrice de Oser la pole, qui propose des cours privés de pole dance sur mesure à Montpellier, mettant en avant le plaisir, l'intimité et le lâcher-prise dans un espace de complicité et de respect. Que vous soyez en train de marcher, de vous détendre ou en quête d'inspiration pour nourrir vos réflexions et vos luttes, rejoignez-nous pour cette exploration vibrante et engagée du rapport au corps par la danse. Sans plus attendre, place à la table ronde. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venus pour cette table ronde. Avant d'accueillir nos invités de qualité pour cette table ronde donc sur la réappropriation du corps par la danse, je vais vous poser une question parce que j'aime bien le faire quand j'ai le micro. Est-ce que vous allez bien ce soir ? Oui. J'adore. Et bien, du coup, les invités peuvent me rejoindre sur scène. Et on peut les applaudir pendant qu'elles rentrent sur scène. Ce soir, ça va être sur la réappropriation du corps, vaste sujet s'il en est, parce que nos corps et de femmes et de minorités de genre subissent moult représentations, pas toujours facile de s'en détacher dans l'espace public. Et du coup, pour en parler avec moi ce soir, je vais vous laisser vous présenter et présenter un peu vos structures et on reviendra sur la définition de ce que vous faites juste après. Bonjour tout le monde. Alors je suis très gênée de parler en public, je vous le dis. Donc si je panique, tout va bien, c'est normal. Voilà. C'est un bon exercice. Je m'appelle Aurélie Trochard, j'ai 32 ans. Je suis prof de pole depuis 2016 et je pratique la pole dance depuis 2012. J'ai fait une formation pour être prof en 2015 et ensuite je suis arrivée à Montpellier pour pouvoir enseigner et j'ai travaillé dans plusieurs écoles de pole. Donc là c'était vraiment des cours collectifs à plusieurs, j'ai vraiment appris beaucoup sur ma pédagogie, mes élèves m'ont permis de progresser en tant que prof et suite à ça j'ai fait de la compétition, j'ai fait du solo en compétition et du duo aussi. Et puis ensuite je suis partie à mon compte et j'ai décidé de vraiment me concentrer sur mes élèves seul à seul et du coup de faire du cours privé. Donc aujourd'hui je donne des cours chez mes élèves ou chez moi en cours privé pour travailler vraiment le lâcher prise, la confiance, la sensualité dans une petite bulle entre nous. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Julie et mon nom de scène c'est Conibo. Je suis la directrice de l'école Boardwalk Factory, qui est une école qui se spécialise dans le burlesque et le cabaret sur Montpellier. Je pratique officiellement le burlesque depuis 2008, mais en fait je danse dans tout ce qui est style vaudeville et cabaret depuis très longtemps. J'ai commencé dans le vaudeville quand j'avais 10 ans en fait. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait ce que je faisais quand j'ai commencé à grandir, c'était du burlesque en fait. Et donc en 2008, j'habitais en Nouvelle-Zélande et on m'a dit mais en fait ce que tu fais c'est du burlesque et à partir de là j'ai commencé à mettre ce mot dessus. Je suis rentrée en France en 2017, ça fait pile 7 ans hier que je suis rentrée en France. Et voilà, et donc tout de suite je me suis dit, j'ai vu que sur Montpellier il y avait un peu de burlesque mais pas énormément et
j'ai rencontré toutes les personnes qui étaient là et je me suis dit, il faut qu'on mette des choses en place parce que je trouve que c'est un univers super à partager. Et donc j'ai créé Boardwalk Factory pour répandre la bonne parole du burlesque, on va dire. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces présentations. C'est fou d'avoir commencé aussi jeune, je viens juste de capter, j'étais pas au courant. Mais du coup, ça va être super pour la suite parce que j'ai plein de questions sur vos débuts de travail. Du coup, est-ce que vous pouvez vite fait nous donner, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, une définition de ce que vous faites, vu que je ne suis pas certaine que le pole et le burlesque se soient bien compris par tout le monde dans leur entièreté. C'est pas forcément une définition générique, ça peut être très personnel, c'est vraiment en fonction de vous, comment vous le vivez et ce que vous avez envie qu'on en retienne surtout. Alors, la pole dance, c'est une danse, du coup, avec des figures acrobatiques et la danse autour d'une barre de métal. Comme son nom l'indique, il y a une barre. Du coup, ça tient son origine dans les années 20 au Canada. Il y avait les circassiens, les troupes de cirque qui avaient leurs grands chapiteaux et tout autour, il y avait des petites tentes dans lesquelles il y avait des shows. Et dans certaines, il y avait des femmes qui dansaient, dévêtues, et elles utilisaient du coup le mât qui tenait les toiles de tente. Ensuite, dans les années 50, tu l'expliqueras mieux que moi, mais il y a eu le burlesque qui est arrivé dans le cabaret. Et puis, dans les années 70-80, aux États-Unis, on a eu le striptease. Donc, en fait, la barre, elle s'est déplacée dans le club. Et les femmes se sont déshabillées, ont dansé, ont commencé à faire de l'acrobatie et les barres ont commencé à tourner. Parce que la pole, la barre est statique, mais aussi en spinning, elle tourne. C'est pour ça que les filles, elles font comme ça. Sinon, ça fait très très mal. Je sais que ça fait mal. Et puis, donc, dans les années 70-80, dans les années 90, les performeuses qui commençaient à se démarquer, elles ont commencé à enseigner à des petits groupes de femmes la pole dance. Donc ça arrivait un peu dans les salons des femmes, elles achetaient leur bar, elles faisaient des cours, c'était très intime, elles n'en parlaient pas à l'époque. Ces performeuses, elles ont commencé à faire des DVD de pédagogie, donc le truc de fou, elles ont mis en lumière ce qu'était la pole dance. Et donc là, on est vraiment dans les pays anglo-saxons, du coup, ça ne m'étonne pas ce que tu dis. Donc voilà, tout le monde anglo-saxon. Et puis enfin, en France, donc c'est très récent comme discipline, dans les années 2000, la pole dance s'émerge. Première école en France à Paris en 2006, donc c'est très récent. Et aujourd'hui, en 2024, on connaît, je pense qu'on connaît un peu mieux la pole, c'est en train de se démocratiser et on commence à en parler. Voilà, ça sort de la niche intime et cachée, comme avant, c'était un peu caché. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La pole, pour moi, sa particularité aussi, c'est qu'elle réunit plein d'aspects qui, pris à part, sont super. Donc on va avoir vraiment une discipline qui est complète, qui est ludique. Donc on va travailler la force, on va travailler le lâcher-prise, la sensualité et la souplesse. Donc tout ça réuni ensemble, ça fait un merveilleux objet que la pole dance. Alors, le burlesque. En fait, je suis un peu passionnée par tout ce qui est histoire du burlesque, donc si je me lance, je pense qu'on passe l'heure dessus, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais quelque chose qui pour moi est important en burlesque, c'est que parfois peut être perçu de travers, c'est qu'en fait le burlesque, c'est pas un style de danse, c'est un style de performance et de représentation. On peut faire du contemporain dans le burlesque, on peut faire de la danse classique dans le burlesque, on peut faire de la pole dans le burlesque. C'est un art performatif et il y a autant de burlesque qu'il y a de personnes qui font du burlesque en fait. Il n'y a pas un burlesque, il y a le burlesque en général. J'ai noté mes 3 petits trucs pour pas être sûre de rien oublier parce que je suis. Ça me fait stresser ce genre de choses. Pour moi, il y a 3 choses, en fait, on va dire, dans ce style de performance qui vont faire que c'est une performance qui va être burlesque. C'est que d'abord, c'est un art qui s'amuse avec tout ce qui est les codes de la société, l'ordre établi, et donc en soi aussi beaucoup les codes de la féminité, mais pas que. C'est un art subversif qui aime tordre, décupler, rendre les choses plus brillantes, avec soit plus de paillettes, plus de couleurs, ou on exagère beaucoup de choses dans le burlesque. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est qu'à la base, c'est un art populaire. Et c'est un art qui essaie, en tout cas, de rester populaire. Et c'est un art qui aime jouer avec son public. On performe pour soi, pour se faire plaisir, mais aussi beaucoup pour interagir avec le public, pour raconter quelque chose au public. Et on a besoin que le public nous réponde. Je dis ça maintenant, mais je le rappellerai parce que quand on va danser tout à l'heure, il va falloir que vous en envoyez un peu. Et donc, la troisième chose, c'est que aussi, donc, le burlesque, comme je disais, donc, on danse pour le public, mais on danse aussi pour soi. Et c'est vraiment un outil, une expression de soi. C'est une façon de se révéler, de se réapproprier son corps, puisque de toute façon, on est là aussi pour parler de ça. C'est une façon de s'autoriser à faire des choses que dans la vie courante, on ne s'autoriserait pas forcément. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre dans le burlesque et en fait, chacune en fait un peu ce qu'elle veut. Et donc, il y a une dimension d'effeuillage dans le burlesque, mais elle n'est pas obligatoire. Historiquement, c'est arrivé petit à petit. Et le burlesque, c'est l'ancêtre du striptease dans les clubs de striptease de toute façon. Mais au tout début du burlesque, puisque le burlesque a commencé à la fin du 19e, il n'y avait pas autant d'effeuillage qu'il y en a maintenant, hein, de toute façon. Donc il y a plein de niveaux, et même encore maintenant, on n'est pas obligé de s'effeuiller quand on fait du burlesque. Merci beaucoup pour vos réponses, ça donne envie de poser 2000 questions en plus, c'est extrêmement frustrant. Ce que j'aime bien dans ce que vous dites, et un truc qui m'interloque beaucoup, qui va amener la prochaine question, c'est que j'ai l'impression qu'à la base, en tout cas des deux arts, il y a quand même cette chose où de base ça appartenait à une vision où on objectifie un petit peu, où on sexualise un petit peu un corps, et après il y a eu une notion de reprendre cet art pour en faire quelque chose un peu de libérateur, où ça redevient propriété de la personne qui performe et pas uniquement de la vision qu'on pouvait projeter dessus, quoi. Et du coup, dans cette notion-là, je voulais vous demander un peu comment est-ce que vous-même vous aviez été attiré par cet art-là, est-ce que vous aviez une volonté un petit peu de réappropriation des corps, de changer un petit peu la perception qu'on pouvait avoir de votre propre corporalité, etc. Et est-ce que pour vous, comme tu as un peu commencé à le dire, c'est quand même une notion qui est importante là-dedans, l'idée que à travers ça, on change un petit peu, on se reprend les codes que la société met sur notre représentation pour un peu jouer avec et le renvoyer un peu à la tête de la société. C'est une très bonne question. Merci, j'ai beaucoup bossé. En vrai, moi, je ne sais pas trop pourquoi je suis venue à la pole. Mais en fait, aujourd'hui, je le sais. En fait, avec le recul et les années, je comprends pourquoi je fais de la pole. Mais ça, j'ai eu l'impression de tomber dedans par hasard. Je me suis pas dit, quand j'étais petite fille, ah bah putain, moi, je serais prof de pole. C'était pas du tout mon plan. Et je suis très heureuse de ce plan-là. Alors, je pense que donc en 2013, quand j'ai commencé, donc j'étais étudiante en cinéma. Je faisais un master à Montpellier et du coup j'avais du temps, je travaillais sur un mémoire passionnant mais j'avais beaucoup de temps, donc j'avais envie aussi de faire autre chose, de trouver quelque chose pour un peu m'évader et sortir du mémoire. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que j'étais aussi dans un moment de ma vie où ça allait pas trop. J'étais un peu en bout du bout, je voyais les choses très très négativement, enfin voilà, ça allait pas. Et je pense qu'en fait, inconsciemment, j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose, de trouver un moyen de support et de retrouver la force que je ne voyais plus en fait à ce moment-là. C'est pour ça que c'est pas si anodin que j'y sois venue, je pense. Et du coup, voilà, j'avais du temps, donc je cherche sur internet qu'est-ce que je peux faire comme discipline à Montpellier. Je me dis pourquoi pas de la danse. Alors moi, j'avais jamais rien fait, hein. J'ai démarré de zéro. Je pense à la danse, je me dis la danse contemporaine. J'avais fait la danse contemporaine à la fac en licence et ça avait été une catastrophe. Vraiment, mais ça avait été horrible. J'y allais, il y avait des femmes merveilleuses, sublimes, qui dansaient, qui exprimaient des choses, elles étaient par terre et tout. Et moi j'essayais j'étais une patate dans la terre, moi c'était en mode campagnard, enfin j'arrivais pas. Donc je me sentais pas là de revivre ce genre de choses, j'avais pas la confiance en moi nécessaire. Donc je me dis, ok, pas la danse, c'est difficile, alors un sport, un truc physique, j'avais envie de me faire mal, en fait j'avais envie de trouver un truc qui me bouge aussi dans les muscles, dans le corps, qui me change. Et j'avais pas envie forcément d'aller à la salle parce que je suis un peu timide, j'étais gênée. Et dans ma recherche, je tombe sur une photo d'une école de pole à Montpellier, c'était la seule à l'époque, et il y avait une femme en grand écart sur la barre. Et je vois ça et je me dis, mais waouh, c'est trop beau, c'est super, c'est quoi? Alors je disais, c'est le pole dance. Alors en fait, on dit pas le,
la pole, et je dis, c'est quoi le pole? C'est quoi le pole? Et donc je vais sur YouTube, je vois plein de vidéos d'américaines qui dansaient, qui faisaient de la pole, et du coup, je pense à Jenny Butterfly, qui est une poleuse trop belle. Et elle dansait sur Florence and the Machine, elle dansait en exprimant avec une petite robe, elle racontait une histoire en fait. Et je me suis dit, on peut raconter des histoires, c'est trop bien. Et du coup, je regarde pour m'inscrire, et en fait, malheureusement, ça coûtait trop cher. Parce que la pole, c'est quand même un sport, une discipline qui coûte un peu cher. Donc je me dis, ah bah mince, non, mais je me dis, c'est pas possible, il faut quand même que j'essaye. Je sens qu'il y a une évidence, il y a un truc qui m'attire. En plus, c'était tabou, alors j'aime bien justement le côté un peu caché. Donc je persévère, j'économise de mon côté, je m'achète une barre, je vais à Paris la chercher, dans l'école où j'allais être prof en fait, apprendre à être prof, je ne savais pas à l'époque. Avec mon copain et un ami, on la ramène à Montpellier, elle pèse 20 kilos, il y a 3 morceaux, enfin c'était un enfer. J'étais vraiment très motivée, j'avais jamais touché une barre de pole. Je l'installe dans mon salon et là j'essaye et c'était extraordinaire. J'ai senti mon poids, j'ai senti mon corps, j'ai senti plein de choses à ce moment-là. Et je pense que mes élèves, la première fois qu'elles essayent la peau, c'est ça qu'elles ressentent, ce truc, on existe à ce moment-là, et c'est dur, et en fait ça fait trop du bien, c'est libérateur. J'ai continué ma carrière là-dedans, j'ai pas travaillé dans le cinéma parce que je voulais faire du documentaire, c'était trop dur, j'ai pas trouvé, je savais pas comment faire, et je me suis reconvertie voilà, là-dedans, c'était cool. Comment il y a ce rapport avec la réappropriation du corps et les codes qu'on avait aussi sur la peau, où je me suis dit, la peau c'est mal perçu, mais je m'en fous. Moi, j'ai envie d'en faire quelque chose pour moi, et finalement aujourd'hui avec mes cours, je suis contente de ça, quoi, de ce que je propose. Donc moi, comme je disais, j'ai commencé dans le vaudeville quand j'étais petite. Je rêvais d'être Joséphine Baker et les danseuses de salon dans Lucky Luke, en fait, quand j'étais petite. J'en suis pas loin, hein, au final. Bon, après, je me suis mise à faire de la danse, j'ai fait une maîtrise en danse contemporaine. Voilà. Parce qu'au final, en France, tout ce qui est cabaret et cet univers, en fait, c'est pas du tout développé. Après, je me suis rendu compte que c'était du vaudeville, en fait, ce que je faisais quand j'avais 10 ans. C'est en fait, j'avais ma prof de danse jazz, qui avait fait toute sa formation aux États-Unis. Et en fait, quand elle est rentrée en France, elle a monté une petite troupe de jeunes, on était, voilà, et on faisait la tournée des maisons de retraite, et on avait des shows où c'était que du cabaret, en fait, qu'on faisait, quoi, et c'était assez hallucinant quand on y repense. Et donc voilà, après je me suis mise à faire de la danse, et j'avais toujours cette envie vraiment, j'ai fait aussi de la revue en parallèle, tout ça, donc de la revue même dénudée, seins nus, etc. Et c'est quand je suis arrivée donc, en Nouvelle-Zélande, et c'est marrant parce qu'en fait la personne qui m'a fait réaliser que je faisais du burlesque, c'était la prof de pole dance de mon école de danse. Donc c'est assez marrant. Je donnais des cours de comédie musicale et de cabaret à la française en Nouvelle-Zélande, donc des cours de cancan et tout ça, et tout le monde adorait ça. Et la prof de pole dance donc me dit mais en fait c'est du burlesque ce que tu fais. Et là, je sais pas, non, je sais pas. Elle dit, si, c'est du burlesque, il y a un show là bientôt, tu devrais venir voir, je te promets, c'est la même chose que ce que tu fais. Donc je suis allée voir le show et j'ai fait, ah bah ouais, en fait c'est du burlesque. La prof de pole dance m'a demandé si je pouvais donner des cours dans son école, des cours de burlesque dans son école de pole dance. Je fais, oui, mais je suis pas, attends, il faut d'abord que moi, je vois ce que c'est les codes vraiment du burlesque, parce que moi, ce que je connais, c'est le cabaret, le vaudeville, mais le burlesque, je sais pas, donc je me suis formée, je suis allée voir. Et en fait, au début, quand on me l'a présenté, on m'a dit, le burlesque, c'est la danse de la pin-up. Moi, je fais, mais je suis pas une pin-up en fait, quoi, donc ça va pas être possible. Ce que j'ai vu sur scène, oui, ok, les filles étaient habillées avec un côté peut-être un look pin-up, un look années 50, mais ce qu'elles faisaient, c'était pas forcément de la pin-up en fait. Donc et petit à petit, j'ai fouillé, j'ai fait des recherches, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Et moi, ce qui a marché pour moi, en fait, outre le fait que, en gros, je suis tombée dedans quand j'étais petite, c'est que, au final, moi, souvent dans le vaudeville, j'étais l'homme. Parce que j'avais les cheveux courts, j'avais pas de poitrine, j'étais comme ça, j'étais rachitique, et on me mettait toujours dans le rôle du garçon, tout le temps. Je faisais toutes les chorés, il y avait des duos et des trucs comme ça, j'étais toujours la personne. Et là, quand on m'a dit, ça y est, comment ça fait du burlesque, fais ton truc,
j'avais le droit d'être qui j'avais envie d'être. C'est la première fois que dans le cabaret, j'avais le droit d'être qui j'avais envie d'être. J'avais pas besoin, quand je faisais de la revue, j'étais obligée d'être comme toutes les autres filles de la revue, puisqu'on on était toutes obligées d'être exactement pareil, avec le même costume, le même truc et tout. Et là, non, j'avais le droit en fait d'être moi, d'être la fille que j'avais envie d'être, même si elle n'a pas un look féminin au final, quoi. Et donc ça, c'était cool. Et c'était marrant parce que du coup, un de mes premiers gros numéros, et c'est mon numéro qui a le plus tourné, qui était donc qui est en hommage à Chambron sous la pluie. Quand je l'ai créé, l'idée c'est parce que je le faisais ce numéro en duo dans les cabarets où j'étais avant, et j'étais Gene Kelly. Et quand il a fallu que je crée mon premier numéro, j'ai dit bah non, maintenant je vais être Sid Charisse. Et voilà. Et c'est là que ça a vraiment commencé à débloquer pour moi. Tu as un peu parlé du regard en fait, que tu portais aussi sur les corps des autres personnes qui faisaient à ce moment-là de la danse contemporaine. Toi, tu as été prof assez tôt au final dans ta carrière. Comment, quand on est soumis un petit peu à ce truc-là, de savoir qu'on se compare, qu'on a un peu un regard porté aussi par rapport à ce que les autres sont capables de faire, on réussit en tant que personne qui transmet à dépasser ce truc-là de vous comparer pas les uns aux autres, essayer de faire ce que vous pouvez faire et tout. C'est quoi un petit peu les choses que vous arrivez à mettre en place pour enlever cette appréhension de se comparer au regard des autres quand on commence à danser? Ça, je l'ai beaucoup vu en cours collectif de pole dance, les femmes qui se comparent. Et je voyais que certaines femmes n'allaient pas bien du tout. C'est pas facile à gérer en tant que prof. Dans ces cas-là, j'en parlais avec la personne en fin de séance, on essayait de débriefer, d'essayer de comprendre, de mieux se placer la fois d'après. Mais en réalité, le travail, elle vient d'elle, c'est sa confiance en elle, son estime d'elle, son amour d'elle, l'amour de soi. Et c'est pas évident. Et je sais que c'est pour ça aussi que je préfère les cours privés aujourd'hui, parce que du coup, ça n'existe plus. Il n'y a plus du tout de comparaison et elles peuvent beaucoup plus évoluer naturellement. Mais après, bon, quand tu as un cours collectif, il faut rassurer avec les mots, il faut donner des exercices d'improvisation, parce que l'improvisation, finalement, c'est chacun son interprétation aussi, donc ça aide. Il y a moins de comparaison en improvisation qu'en exercice technique. Et puis de toute manière, les personnes arrivent à tout faire. On a tous des points forts, donc des fois ça va moins aller, d'autres fois ça ira mieux. Et ça aussi, c'est à toi d'avoir l'astuce pour dire ok, elle va être plutôt forte dans cette figure. Là, je vais lui proposer, on va proposer à toute la classe cette figure, elle va y arriver, ça va lui faire du bien. Enfin, on essaye d'être à l'écoute de chacune. Mais c'est pas facile encore collectif, c'est vrai. Ouais, je sais pas toi du coup. Oui, moi je suis plutôt tout le temps en cours collectif, mais donc oui, je marche beaucoup sur l'improvisation de toute façon. Parce que par rapport au burlesque, vu que, comme je disais, c'est une expression de soi, il y a autant de burlesque qu'il y a de personnes qui en font. Je ne veux pas imposer mon style de burlesque, ma façon de bouger. C'est à chacun de trouver la sienne, en fait. Et l'autre chose, comme je disais, en burlesque, il y a beaucoup de rapports au public. Et donc, en fait, ce que je fais, et ça, c'est bien parce que le burlesque aide à ça, c'est qu'en fait, j'encourage pendant tout le cours. Je passe mon cours à crier et à faire « c'est génial !» et à applaudir. Et en fait, je dis, j'ai le meilleur boulot parce que plus j'encourage et plus je crie et plus je vois les gens, les filles qui se débloquent et qui évoluent et machin. Et c'est génial à voir en fait, quoi. Donc c'est vraiment Et c'est vrai que vu que ça fait partie du burlesque, c'est super parce que je peux vraiment me permettre de crier comme une malade et de dire « c'est génial, trop bien !» et tout. Et je confirme pour avoir fait un cours avec toi que c'est super d'avoir ton encouragement constant. Ça débloque vraiment quelque chose. Il y avait aussi autre chose qui était chouette dans la salle où on était, c'est qu'il y avait des miroirs. Et je trouve que ça, quand tu es face à un reflet de plein d'autres gens qui font la même chose que toi, ça te met dans un truc où tu te dis en fait ça va, je suis pas non plus catastrophable. Oui, catastrophable, allez. Et du coup, ça me permet d'enchaîner du coup assez facilement parce qu'on parle du rapport au corps des autres et au sien. Il y a tout un aspect aussi à la sensualité qui est quand même très présent dans vos deux arts. Tout à l'heure, on parlait du fait que de base, c'était vachement objectifié par d'autres et qu'après, maintenant, il y avait cette notion de réappropriation qui se glissait dedans. Dans votre rapport à la sensualité et surtout à l'émancipation, à la prise de pouvoir sur son image, comment est-ce que vous arrivez à faire cohabiter un petit peu les notions de, c'est un art qui va beaucoup mettre en avant des rapports potentiellement de séduction, en tout cas comme nous, on se les représente majoritairement dans la société, avec le public aussi, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, et aussi la notion de oui mais c'est mon corps, il m'appartient, et là ce que je suis en train de faire c'est un truc
prise de pouvoir sur mon identité. Comment vous arrivez à faire cohabiter ces notions-là qui, je pense, sont pas toujours faciles à faire comprendre et par le public et par les personnes qui le font que... Tu dis émancipation, prise de pouvoir et sensualité. Donc là, pour moi, ça c'est la pôle. Vraiment, là on est à fond dans la pôle. Et juste une petite parenthèse, ça m'inspire ça, c'est que tout à l'heure je parlais d'estime de soi, et en fait ça c'est le chapeau, en fait, c'est tout ce qu'il y a au-dessus qui va découler vers ce que tu dis. L'estime de soi, elle est super importante. Et il y a un auteur qui s'appelle Christophe André, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un psychiatre écrivain là. Il parle beaucoup du bonheur, etc. J'aime bien. Et bref, il parle beaucoup d'estime de soi. Et lui, il dit que l'estime de soi, ça passe par la confiance en soi. Et la confiance en soi, on l'acquiert quand on est petit par les parents qui nous mettent dans un système de sécurité. Et grâce à ça, on peut explorer. Et du coup, on va faire de l'action, d'explorer, d'apprendre, de se tromper, d'avoir des échecs. Et on peut mieux vivre ces échecs. Du coup, quand on en manque, faire de la pôle, quelque part, on va faire ça. On va aller se remettre en situation de t'inquiète, t'es sécure ici, va explorer, va essayer. Et à travers tout ça, du coup, on retrouve de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et ça va permettre de développer l'émancipation, prise de pouvoir et sensualité. Et du coup, pour ces 3 points, j'avais mis des petites notes. Émancipation, j'avais mis, le déshabillage progressif. Ah oui, pour moi, oui. À travers mes élèves, je vois leur émancipation, par exemple, avec leur tenue. C'est souvent que dans le début de notre parcours pôlesque, on vient habillé, on n'ose pas, on vient en legging, en t-shirt, c'est la difficulté de se mettre à nu. Mais on a besoin d'être nu en pôle pour adhérer au métal, c'est très très important. Mais du coup, il n'y a pas de souci, si t'es pas prête, on y va tranquille et il y a d'autres choses à faire habillées. Mais au début, elles sont là, et puis à la fin de l'année, elles vont arriver en string et en lingerie. Et du coup, c'est trop bien. En fait, il y a cette émancipation-là pour elles. Et ça, je suis très fière, je veux voir ça. Je veux aussi retrouver la conscience du corps. Elles me montrent à quel point elles ont conscience du corps, leur mobilité, notamment dans les zones du bassin, qui est une zone difficile. Et là, il y a de la mobilité, elles dansent, elles utilisent les cheveux, les épaules, je pense que c'est pareil. Et là, je trouve ça très touchant. La sensualité, pour moi, ça passe par la chorégraphie, où j'essaye avec elles de faire un travail chorégraphique qu'on fait ensemble. Donc on va choisir une musique qui plaît. Alors pourquoi choisir cette musique et pas une autre? Trouver un jeu avec un public qui soit imaginaire ou réel, pareil, c'est un échange comme toi. C'est un jeu de regard, de posture, donc ça aussi, ça va travailler la sensualité. Ça va débloquer plein de choses du coup, notamment dans l'image de soi. Très bien. Et la prise de pouvoir. Alors ça, c'est mon thème préféré, la prise de pouvoir. Je trouve ça génial. On est dans le jeu, on est dans le côté ludique, c'est très très rafraîchissant. Et la prise de pouvoir, elle va passer par l'improvisation. Et c'est exactement ce que tu dis, Julie, et je te rejoins mais complètement. L'improvisation, se forcer, justement oser. Oser essayer de revenir dans la confiance en soi, l'action, etc. Et du coup, écouter un son et ne pas connaître et essayer de voir qu'est-ce qui en ressort. Chercher du déséquilibre avec la barre, des points d'appui, monter, descendre. Et en fait, avec ça, on se confronte au ridicule et à la honte. Parce que souvent, on se dit non, mais je suis ridicule, je vais pouvoir faire ça. Et en fait, si tu y arrives, c'est pas grave d'être ridicule à ce moment-là, on s'en fiche. Et ça nous rassure, et du coup, on dépasse, on débloque plein de choses inconscientes. Et on débloque un amour de soi, je pense, sincèrement. Et du coup, on découvre qu'on est plus forte qu'on ne le pense. Ça, c'est un truc qu'on dit tout le temps. En fait, ça va, ça va. En fait, je suis forte. Oui, mais bien sûr, on est super forte en fait. C'est incroyable. Voilà. Pour moi, le burlesque, c'est le cœur de ça. C'est-à-dire que le fait que, en fait, c'est nous qui décidons de montrer notre corps comme on a envie de le montrer. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie d'être juste en string sur scène, j'ai décidé d'être juste en string sur scène parce que ça marche avec mon sujet, ça marche avec ce que j'ai envie de raconter. Mais si par exemple, il y a une autre personne qui a pas envie et qui va rester juste, je sais pas moi, en petit short et soutien-gorge, on sait rien, qui va, voilà. C'est nos choix à chacune. Et en fait, juste le fait que ce soit notre choix et qu'on le fasse parce que nous, on a décidé de le faire, en fait, c'est une émancipation en soi et c'est notre prise de pouvoir en fait.
Oui, je suis à poil sur scène, mais je suis pas à poil sur scène parce que j'ai envie de plaire à machin et machin et machin. Je suis à poil sur scène parce que j'ai envie d'être à poil sur scène et point. Et si ça vous plaît pas, eh ben tant pis pour vous. En fait, c'est un peu ça, quoi. Et donc pour moi, vraiment, c'est vraiment au cœur du burlesque. C'est vraiment, oui, l'œil extérieur, on va dire le male gaze, il va trouver peut-être un côté sensuel à tout ça, mais moi, je vais pas forcément le faire parce que je trouve ça sensuel, je vais le faire parce que j'ai besoin de le faire à ce moment-là. Point. Voilà, quoi. Et pour moi, c'est vraiment le centre du burlesque aussi. J'ai envie d'applaudir un peu. J'avais une question qui me venait qui est un peu plus spécifique. Moi, je sais que ce qui m'a fait vachement du bien la fois où je suis venu en faire la boardwalk, c'est que parce qu'en tant que femme trans, tu as aussi un truc où, et je pense que c'est pour pas mal de personnes qui sont cas des minorités de genre, un peu du mal à circuler entre les codes de ce qui est la féminité ou pas, de décider de toi ce que c'est ta féminité, de comment tu l'acquiers et tout. Et un truc que je trouvais chouette et que j'ai l'impression que c'est commun à ce que vous défendez aussi toutes les deux, c'est la possibilité de se réapproprier des codes pour se redécouvrir en tant que personne minorité de genre ou femme à travers ça. Et du coup, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi, vous êtes vraiment dans un truc de mise en valeur et tout? J'ai l'impression qu'il y a un art thérapeutique, c'est ça aussi que je voulais dire derrière tout ça. Et du coup, c'est cette notion-là aussi que je voulais voir avec vous. Cette notion de ça peut aussi aider à retrouver quelque chose, j'ai l'impression. Oui, 100%. Oui, non, mais alors là, ah ouais, non, mais bien sûr. Bah, moi, je parle de la pole dance est thérapeutique, j'en suis convaincue et c'est mon mantra. Enfin, j'ai envie de me battre pour ça. Il y a tellement de choses à faire, c'est un outil merveilleux et j'appelle ça la pole douce, quelque part, où j'essaye de donner une pédagogie qui soit douce, donc à l'écoute, justement pour que la personne elle sorte un peu des a priori, de faut faire comme ça. La pole, c'est ça, telle figure, à l'école on voit ça. En fait on oublie, on rase tout et on se découvre, on met de la musique et on voit ce qui se passe. Voilà, ça fait du bien aussi. Et d'aller chercher les pédagogies de l'écoute, de la proposition, où là finalement c'est l'élève qui va proposer des choses et non plus le professeur. Donc ça aussi, je trouve ça très important. Souvent, dans les cours de pôle, il y a un côté intime, de zone d'inconfort. Du coup, ça favorise la discussion, on va ouvrir la parole et en fait, à ce moment-là, la personne va sortir des choses. Des fois, les mots ne sortent pas, donc c'est par le corps. Et puis après, à la fin de la séance, des fois, on va pleurer, et puis elle va me sortir des choses. Et du coup, il y a plein de traumas que je peux voir assez fréquemment autour de ça, des personnes qui viennent. Ça va être les accouchements traumatiques, des années après, les violences conjugales, les relations abusives, les abus sexuels, les viols. Enfin, il y a plein de choses qu'ils font, et c'est pas un hasard si elles viennent faire de la pole. Je revendique l'écoute vraiment et la tendresse en fait dans cette discipline et un peu la sororité aussi dans tes questions. Oui, il y a une petite anecdote que je pourrais partager par exemple, une anecdote qui me touche énormément. J'ai suivi une élève pendant des années et c'était une élève super joviale, très enthousiaste, elle rigolait tout le temps, enfin, c'était très fun les cours avec elle. En cours privé. Et un jour, en étirement, je lui demande comment elle se sent dans la pratique, où est-ce qu'elle en est, son rapport au corps, tout ça. Et puis, et je vois que là, c'est lourd, en fait. Elle se sent d'un coup, elle devient un peu triste. Et puis, elle me dit, là, c'était nécessaire que je fasse de la pole. En fait, il fallait que ça m'a libérée. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, j'essaye de creuser. Et elle me dit, mais je sais pas mettre les mots dessus. Mais oui, j'ai subi un viol à l'âge de 4 ans par la famille. Et on en a jamais parlé. Et depuis... Et j'ai fait de la pole et ça va beaucoup mieux. Et en fait, là, donc il y a une grosse charge émotionnelle qui s'est dégagée, c'était très, très dur. Mais en même temps, là, je me suis rendu compte que pendant des années, elle venait en cours pour pas faire de la pole parce que les figures, elle en avait rien à foutre à chaque fois. Elle faisait pas les figures que je lui montrais, elle dansait en fait. Et je me souviens qu'elle s'amusait, elle dansait, elle riait, elle bougeait ses cheveux partout. Et là, j'ai compris en fait, j'ai compris. Et depuis cette rencontre, j'ai aussi modifié un peu ma façon d'enseigner et c'est là où j'ai compris que la technique ça fait pas tout. La technique c'est une base pour la sécurité, mais après il y a d'autres choses au-dessus. Et d'où le côté thérapeutique d'aller au-delà de tout ça aussi. Je trouve que c'est important d'être dans une zone d'inconfort, même si c'est dur. Je sais que c'est pas facile le premier pas d'aller essayer une séance, mais on se met en zone d'inconfort et ça me permet du coup de se confronter, d'essayer, de se réapproprier des choses difficiles de sa vie aussi, de se réapproprier son corps et du coup de se dépasser. Le dépassement de soi, c'est que positif. Voilà.
Donc oui, c'est thérapeutique. C'est trop bien. C'est vrai que souvent en cours, on va se baser sur des codes, des stéréotypes de la féminité pour voir comment on peut se les réapproprier, comment ils marchent sur soi. Donc on utilise le code de la pin-up, le code de la femme fatale, mais vraiment on le réduit à qu'est-ce que c'est l'essence en fait de la pin-up, enfin, d'où ça vient. Par exemple, la pin-up, c'est la femme de papier glacé. Ça va être juste comment tu fais des poses pour une autre personne. Mais après, c'est à toi de trouver les poses qui marchent pour toi, pour ton corps, par rapport à ta féminité à toi. Pareil, la femme fatale, ça va être c'est quelqu'un qui est nonchalant et qui a confiance en elle. Point. Ça s'arrête là. On prend que cette essence-là du stéréotype et comment toi, tu arrives à en faire quelque chose. Et pour certaines personnes, c'est plus simple de jouer sur le code de la pin-up, pour d'autres sur la femme fatale. Et pour certaines personnes, c'est marrant parce que elles se disent « Oh là là, la femme fatale, non, ça va être trop, il faut que j'ai confiance en moi. » Mais attends, mais jamais de la vie. Chaque fois que je dis « La femme fatale, elle a confiance en elle. » Et là, tout le monde qui est là « Oh, quoi? Non !» Et puis après, on fait la traversée. Je mets la musique, on fait la traversée. Et là, mais elle déchire tout en fait, quoi. Juste le fait de leur dire « Vas-y, t'as le droit d'avoir confiance en toi. Vas-y, traverse, t'as le droit d'avoir confiance en toi. Tu traverses la scène et voilà. » Et là, on les voit d'un coup toutes, tu dis, mais en fait, si, vous êtes toutes des femmes fatales, en fait, quoi. Et ça, c'est génial, quoi. Rien que ça, c'est top. Puis j'ai l'impression que la notion aussi de ce que vous disiez tout à l'heure, de pas avoir peur du ridicule, se moquer de soi, rigoler aussi, ça aide beaucoup, en fait, à se réapproprier ces codes-là et à en faire un truc beaucoup plus... En fait, ça va, C'est ça. Comme j'arrive à en rire, en fait, je peux aussi ne pas en rire et me trouver belle là-dedans, quoi. Tout à fait. Ouais, carrément. Est-ce que vous avez l'impression que dans le domaine de l'art vivant, on assiste à un changement de représentation et de mise en scène des corps féminins ou c'est encore très sexualisé? Elle est un peu orientée, cette question. Je pense que ça dépend aussi du public auquel on s'adresse. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, si j'ai envie d'être à poil sur scène, c'est moi qui ai choisi. Alors oui, parfois dans un show burlesque, on va avoir 2-3 personnes dans le public qui n'ont pas saisi en fait, le truc et qui vont faire des remarques, on va faire alors non. Mais je pense que oui, en fait, voilà, ça va dépendre en fait dans quel milieu on fait le truc. Évidemment, t'as une meuf à moitié à poil à la télé, la plupart des gens ils vont avoir un côté que sexuel derrière. Par contre, t'es dans une petite scène là, comme on est là, et on va pas forcément voir que le côté sexuel derrière le fait d'être à moitié nu sur scène en fait. Oui, vu que tout ce qui est grand public, on voit encore même dans les pubs quoi, des filles en bikini pour vendre une tondeuse à gazon quoi. Enfin voilà. Donc voilà, donc il y a toujours ces stigmas là. En tout cas, nous dans notre milieu qu'on est, petit à petit on commence à prendre le dessus et à essayer prendre le dessus. Je sais pas, on essaye en tout cas. Mais de montrer au public, tu sais, la fille qui a décidé de le faire, la personne elle-même qui a décidé de le faire, en soi, c'est son choix, en fait. C'est pareil, je veux dire, dans les clubs de striptease, il y a plein de filles, tout le monde s'imagine les clubs de striptease, oh là là, la pauvre, elle a pas de sous, elle est obligée d'aller faire du striptease, parce que voilà. Et il y en a plein, en fait, de filles dans les clubs de striptease qui vont parce que, en fait, ça leur plaît de faire ça, quoi. Moi, j'ai plein de copines, en Nouvelle-Zélande, en France, je connais moins de stripteaseuses. En Nouvelle-Zélande, je connaissais beaucoup de stripteaseuses dans les clubs. Elles y allaient, c'était leur boulot, elles étaient super contentes de faire ça. Alors après, il y a des règles, il y a des machins et tout, mais pour certaines, c'est vraiment se réapproprier son corps et elles ont besoin de le faire. Donc oui, il y a toujours ces stigmates-là, en fait, autour du corps de la femme, côté très sexualisé, mais pour moi, ça dépend du public, en fait. Okay. Voilà. Quand tu dis ça, ça m'inspire à la phrase, à chaque fois que je dis que je fais de la pole, quand je dis à des gens de l'âge de mes parents masculins, qui me regardent et ils me disent « Ah, voilà, c'est ton copain qui doit être content. » Moi aussi, je l'ai tout le temps. Alors d'ailleurs, il est dehors, mais je ne comprends pas, mais bon. C'est la Il faut meilleure réaction demander à mon mari publique. s'il est content de faire de la pole, je ne sais pas. Mais cette question-là... Ouais, bref, je ferme la parenthèse. Non, c'est une bonne parenthèse. C'est une très bonne parenthèse. Je l'ai aussi, donc... tu vois, non mais... bref, du coup, c'est compliqué cette question. J'ai presque envie d'être un peu provocante, moi, et de dire... j'ai envie de sexualiser le truc, en fait. Tu vois, de vraiment aller à contre-courant. En fait, la pole, je pense qu'il y a deux
Et c'est trop bien, hein, ça revendique plein de choses. Il y a deux façons de revendiquer les choses. Il y a un peu deux écoles que je remarque depuis 10 ans. Il y a l'école pole dance sportive. Donc là, on a repris le contrôle par la force, par la puissance, par la compétition, par la démonstration de force, tout ça. Donc ça, c'est très bien, c'est une façon de faire. Mais ça a tendance, par contre, à un peu dévaloriser le côté sensuel. On va un peu dire, on oublie que ça vient du striptease. On se le réapproprie de manière très différente. C'est une façon de faire, et puis il y a une autre façon, où là, je m'y reconnais peut-être plus aujourd'hui, qui va être l'aspect complètement assumé. On montre, enfin, moi, je montre mes fesses sur Instagram, je m'en fiche, enfin, c'est mon choix, comme tu dis, quoi. J'ai envie, ça me fait plaisir, je me prends des commentaires de merde, peu importe. Ça n'a pas d'importance, je me sens bien de le faire, je me sens bien de danser, etc. Donc là, il y a la branche pole dance sensuelle, vraiment marquée. Et pour moi, ça fait partie d'une revendication et du fait d'avancer un petit peu. Je peux dire aussi que d'expérience, je remarque dans les changements en 10 ans, enfin un peu dans l'évolution comme ça sociale qui est cool, je vois les femmes vis-à-vis de la pilosité, ça aussi c'est un truc au début. La pole dance, moi je me souviens en école, on me disait tu vérifies qu'elle soit bien épilée, question hygiène. Bref, donc ça c'était un peu embêtant. Et les femmes, elles venaient en cours, des fois elles s'excusaient, elles disaient je suis désolée, aujourd'hui je suis pas très bien épilée. Et bah ouais, mais aujourd'hui non, c'est plus possible. Tu t'excuses pas. Enfin, moi, dès qu'on me fait la remarque, je suis désolée, non, arrête, c'est pas désolée du tout, il n'y a aucun problème, tu viens comme tu veux. Et ça évolue. Donc il y a quand même en train de se sortir un peu là-dessus, donc ça fait plaisir. Enfin, moi je vois rien que parce que ça m'y a fait penser quand tu dis ton copain il doit être trop content. Moi je vois ça par exemple je fais aussi des enterrements de vie de jeune fille. Ouais. J'aime pas faire les enterrements de vie de jeune fille. Mais bon, j'en fais. Et ça arrive parfois que même dans le groupe, donc on est que entre filles, machin et tout, qui ont choisi de venir à un cours de burlesque. Et vraiment, parfois, elles ont choisi de venir au cours de burlesque, comme ça, la mariée pourra faire un striptease à son mec à la nuit de noces, quoi. Et là, tu fais... c'est pas bon ça. Alors en soi, le numéro que tu es en train d'apprendre, tu pourras faire que 20 secondes et tu auras sauté dessus. Mais ça sert à rien de venir apprendre une choré. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, en soi, voilà. Mais vraiment, enfin, moi quand on me dit ça, je fais. Bah non, en fait, le burlesque, on n'est pas là pour ça. On est allé voir un show de burlesque à Aix. C'était des performeurs burlesques américains, un peu le haut du panier du burlesque international. Et c'était dans le théâtre à Aix, avec dans le public beaucoup de gens qui ont, on va dire, l'abonnement annuel du théâtre. Ah. Voilà. Et ben c'était chaud, quoi. Franchement, alors bon, nous on était à fond, hein, évidemment. On a fait partir des gens autour de nous parce qu'on criait trop. Voilà. Bon, déjà eux, mais surtout après, quand on est descendu pour aller voir les artistes et se prendre en photo avec eux, les commentaires qu'on entendait parfois autour de nous, des gens qui disaient mais ça c'est pas de l'art, des choses comme ça. On était là, bon, on va faire comme si de rien. Voilà, et c'est fou en fait, mais comme tu disais, c'est aussi voilà, la tranche d'âge, il y a le public à éduquer en fait, sur tout ce genre de choses-là aussi, je pense. La pédagogie. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos réponses. On va pas tarder à passer à une session de questions-réponses, mais avant j'ai une dernière question de moi à vous, qui est parce que tout à l'heure toi tu l'as évoqué et à un moment toi aussi tu en as parlé, la notion de la sororité. Moi ce que j'ai l'impression qui est super, c'est qu'on en parlait un petit peu quand on parlait du fait de comparer son corps à celui des autres, puis de se rendre compte qu'en fait on est capable de faire, etc. J'ai l'impression qu'il y a une notion aussi dans la réappropriation du corps qui est d'arrêter de se mettre en compétition les unes avec les autres. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sororité qui s'installe de plus en plus dans vos milieux et que ça permet vraiment de développer aussi cet aspect-là qui est peut-être un aspect un peu plus nocif, qui est la compétition sur les corps entre corps féminins ou minorisés de genre? Oui, moi je pense que oui. Toujours oui. Oui. Je le vois vraiment depuis quelques années, l'entraide qu'on trouve entre nous. Elles vont partager aussi beaucoup de leurs histoires avec leurs proches aussi, féminines, etc. Donc ça, je trouve que la pole, c'est une danse qui rapproche, qui permet de nous retrouver. Il y a ce côté un peu de famille, confiance. On va parler de notre sexualité sans tabou, on va parler de choses intimes, quoi. Et
et on performe sur la barre en même temps et on rigole. Je vois, j'ai des élèves, j'ai même une élève qui m'a montré ses seins parce qu'elle les avait refaits. Enfin, c'était naturel, voilà, donc on parle de plein de choses et c'est cool. Je suis contente d'avoir ce métier-là aussi pour ça, de passer du temps avec des femmes. Et aussi, je suis contente d'avoir un métier, c'est vrai, où je suis exclusivement, quasiment entourée que de femmes tout le temps. Et c'est trop bien, j'ai de compte à rendre à personne, je suis tranquille, je fais ma petite route et c'est très agréable aussi pour ça. Donc oui, il y a un milieu de sororité qui est très forte dans la pole dance. Alors après, dans les écoles, maintenant, je sais plus, parce que ça fait des années que j'ai pas travaillé, donc je ne pourrais pas te dire. Mais en tout cas, à l'extérieur, en privé, ouais. Oui, il y a de la sororité dans le burlesque aussi. Après, je pense qu'il y a aussi surtout, du moment qu'on va se respecter les unes les autres, la sororité va se mettre en place, qu'on va accepter que on est toutes différentes et qu'on a surtout toute notre place en fait. Et en fait, c'est surtout ça, je pense. Après, voilà, on n'est pas dupes, on n'est pas des bisounours non plus. Va y avoir peut-être, oui, parfois, voilà, si on colle pas avec quelqu'un, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, comme je disais, se respecter en fait. Du moment qu'il y a le respect, je pense que, voilà, après, dans chaque, on va dire, chaque école ou chaque milieu, il y a une sororité qui se met en place. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, clairement. Et d'avoir un côté un peu de communauté, voilà, d'être entre nous. Et comme tu disais, c'est vrai que c'est cool quand on est entre filles, quoi. et de pouvoir se lâcher et parler de tout et de rien, de commencer le cours et puis en fait on parle et puis on reste à la fin du cours et on parle pendant une demi-heure à la fin du cours, quoi. Voilà. Trop chouette, merci beaucoup. Alors du coup, on va passer à une session rapide, mais on a encore un peu de temps, de questions-réponses. Il y a des gens qui ont des questions déjà au lever de la main. Je distribuerai la parole avec agilité et égalité. Je me demandais comment ça se passait, s'il y en a les concours ou les tournois de pole et de burlesque en fait. Oui, tout à fait. Il y a des compétitions de pole dance. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé. Avant, il y en avait une, maintenant, il y en a plein. Et c'est accessible à tout le monde, et c'est ça qui est trop bien. Donc même en étant en première année de pole, en école, tu peux aller compétiter, on dit ça ? Oui, ça se dirait. Tous les mots ont été inventés un jour. Concourir, et tu peux danser sur scène. C'est vrai que c'est vachement agréable parce que du coup, au-delà de la notation et du jury, en fait, tu vas performer et souvent, ça plaît beaucoup et ça donne des airs. Ça a un effet, le stress, c'est le stress positif. Donc ça, c'est, oui, il y a plein de choses qui se font en France et dans le monde entier. Alors en burlesque, donc le burlesque déjà est quand même moins développé en France que la pole dance. Alors il y a maintenant 4 festivals de burlesque en France. Parfois il y a des soirs du festival qui vont être des compétitions, mais c'est pas tout le temps le cas. Il y a des festivals un peu partout en Europe, surtout aux États-Unis. Il y a énormément de festivals aux États-Unis. Ils n'ont pas forcément, encore une fois, tous une soirée compétition, mais il peut y en avoir. Là, par contre, pour tout ce qui est festival et même les compétitions en burlesque, il y a une compétition en burlesque qui vient d'ouvrir à Paris, qui a ouvert l'année dernière à Paris, qui a ouvert l'année dernière, je crois. Il faut candidater, en fait. C'est pas juste on s'inscrit pas, il faut candidater. Et si on est sélectionné, on a le droit de soit participer au festival, soit faire la compétition. Et puis, par contre, il y a une compétition mondiale du burlesque, ça oui. C'est le Burlesque Hall of Fame. Qui a lieu à Las Vegas tous les ans et qui a commencé à la fin des années 90. Oh, okay. Et c'est un peu ça qui a amené le renouveau du burlesque dans les années 90 d'ailleurs. En fait, c'est une compétition qui a été mise en place pour faire la promotion du musée du burlesque qu'il y avait dans le désert californien. Voilà, il y avait un musée du burlesque dans le désert californien. Et pour en faire la promo, ils ont décidé de mettre en place une compétition et c'est devenu la compétition mondiale du burlesque qui a encore lieu tous les ans. Voilà. J'ai envie de faire 1 heure où tu nous racontes juste l'histoire du burlesque. Alors, je fais régulièrement des conférences si ça intéresse des gens sur l'histoire du burlesque. Merci à vous deux, vous étiez des invités super. Merci au public qui était réceptif à mes vannes ponctuelles. Et vraiment, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit la Boardwalk Factory sur Instagram ou Ose le Pôle, c'est ça ? C'est Aurélie Virvolt. Aurélie Virvolt, pardon.
C'est hyper intéressant à suivre et ça donne envie d'en faire, donc n'hésitez vraiment pas. On peut les applaudir et on peut se dire au revoir. Merci beaucoup. Et voilà, cette table ronde touche à sa fin. On espère que ces échanges vous ont inspiré et donné envie d'explorer de nouvelles manières de vous réapproprier votre corps à travers la danse. Un grand merci à nos invités, Julie de la Boardwalk Factory et Aurélie de Oser la Pole, pour leur partage passionné et inspirant. Merci aussi aux Quartiers Généreux pour leur soutien et leur engagement en faveur des initiatives locales. Chez Rabat-Joie, on croit au pouvoir des espaces de dialogue pour faire bouger les lignes et construire des représentations plus inclusives et émancipatrices. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous laisser un avis ou à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour continuer la conversation. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de vos révoltes.